Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire où nous allons adresser le thème de la détection avancée dans un environnement de cloud hybride. Pour ce webinaire, je serai avec mon ami Yann de chez Gigamon, mais je le laisserai se présenter un peu plus tard. En ce qui concerne la logistique, n'hésitez pas à poser des questions dans la fenêtre chat. Nous y répondrons en fin de session, après les slides, Yann et moi. Donc nous allons démarrer immédiatement en partageant les slides. Je prends ton relais, Louis. Je Voilà, m'appelle donc Boukhane Samama. Ça fait maintenant un petit peu plus de 5 ans que je travaille chez Gamon. Donc bonjour à tous. Je suis ravi de me joindre à Louis aujourd'hui pour cette présentation. Et l'idée, effectivement, c'est de vous présenter comment GetWatcher et Gigamon travaillent ensemble pour vous aider à détecter les menaces avancées dans les environnements cloud hybrides. Louis, je te propose qu'on passe voilà, au premier slide. Alors, j'aime bien commencer en général par une citation parce que ça permet un petit peu de dresser un constat. Et le constat actuel que nous ne sommes pas les seuls à faire, puisque c'est une citation d'IDC, qui est une société d'analyse de marché assez connue, c'est que voilà, la visibilité cloud et puis le contrôle de ce qu'on met dans le cloud, non seulement ça permet d'avoir un bon service, un bon niveau de service dans le cloud, mais aussi ça permet d'améliorer le retour sur votre investissement par rapport à ce que vous faites dans le cloud. Next. Si on s'intéresse aujourd'hui à la configuration ou à l'environnement que connaissent les entreprises, ce qu'on va constater, c'est finalement que aussi bien en termes de réseau que d'utilisateurs, que d'outils et que de données, eh bien, il n'y a plus de frontières. On peut avoir effectivement toujours des data centers, des environnements qui sont contrôlés, mais de plus en plus, les données, les clients, tout ça forme une espèce de magma dont on distingue plus très bien les frontières, les limites. Et donc, on va avoir une partie qui va être hébergée chez soi, une partie qui va être dans des environnements virtualisés, et puis une partie qui va être dans des environnements cloud public, chez les principaux fournisseurs essentiellement américains, mais aussi des fournisseurs hexagonaux. La problématique par rapport à ça, c'est évidemment que ces données, cette richesse informationnelle, elle est sujette à un risque de captation, de vol, d'exploitation par un certain nombre d'acteurs qui sont malveillants. Et plus vous perdez en quelque sorte le contrôle sur les données, plus vous perdez la visibilité sur ces données, plus elles sont à risque d'être volées, d'être exploitées, d'être capturées. Donc, quels que soient les éléments, qu'on soit sur site principal, site distant, data center, cloud public, chez des fournisseurs de services ou des clouds privés, c'est une problématique qui est prégnante sur l'ensemble de l'écosystème et vous devez trouver un moyen d'adresser cette problématique si vous souhaitez assurer la pérennité de vos données. Next. Ouais, next. Donc, si on regarde en fait quels sont les défis qui sont posés à je dirais à la visibilité des données, puisque évidemment, si on veut contrôler ces données, eh bien, il faut qu'on puisse les voir, qu'on puisse savoir où elles se trouvent, dans quelles conditions elles sont, qui peut y accéder, etc. Et donc, si on s'intéresse un peu plus, on zoome quelque part sur la situation. On voit ici à droite un schéma de réseau relativement classique d'entreprise avec des connexions vers Internet, des connexions vers des sites distants, vers du cloud public, et puis en interne, des fermes de serveurs virtualisés. Ce qu'on constate, c'est effectivement un besoin de visibilité, aussi bien sur ce qu'on appelle l'axe nord-sud, c'est-à-dire principalement les échanges qui se font avec l'extérieur de l'organisation, mais aussi des échanges qui se font à l'intérieur des frontières de l'entreprise sur la partie virtualisée. Alors, je vais juste faire next. Encore, voilà. Et concrètement, ça veut dire quoi? Reviens. Voilà. Ça veut dire que si on regarde un peu plus précisément ce qui se passe dans un environnement virtuel,
On va avoir des serveurs physiques sur lesquels vont reposer des couches hyperviseurs, type VMware ou autres. Et en fait, ces couches hyperviseurs vont servir à héberger des applicatifs logés dans des machines virtuelles. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a zéro visibilité sur ces machines virtuelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, une très grande partie, pour ne pas dire le tout, de ce trafic va se concentrer sur des échanges ou bien intra-machine ou inter-machine, mais au sein d'un même hyperviseur. Et donc, puisque tout ça se passe au sein d'une même machine physique, il n'y a jamais l'information qui va ressortir sur le fil. Et donc, cette information ne ressortant jamais sur le fil, eh bien, les outils de visibilité qu'on pourra déployer de façon classique dans des environnements data center que vous connaissez tous, malheureusement, se retrouve le bec dans l'eau puisque le paquet ne passe jamais sur le fil, il reste à l'intérieur de l'hyperviseur. Next. Passons au slide suivant. Alors, on voit effectivement cette problématique de façon plus générique, plus générale. Qu'est-ce qu'on constate? On constate finalement par rapport à ce besoin de visibilité, j'ai une infrastructure qui est multiple, comme je le disais précédemment, infrastructure physique, infrastructure virtualisée, infrastructure cloud, sur lesquelles vont reposer un certain nombre d'équipements et d'applications, que ce soit des applications dont on a hérité, qu'on maintient dans le temps, que ce soit des applications ou des environnements plutôt industriels, que ce soit des environnements beaucoup plus novateurs, tout ce qui est basé sur les conteneurs et les microservices, ou tout ce qui est lié à la mobilité. Tout ça va utiliser, je dirais, en toile de fond, va reposer sur une infrastructure qui est de nature hybride. Et puis, au fil du temps, le réseau qui est de plus en plus complexe, parce qu'on assiste à une explosion des débits, parce qu'on assiste à une révolution des usages, puisqu'on a tous un téléphone et certains, on a une tablette. On est de plus en plus nombreux, par exemple, le midi, à regarder des vidéos sur le réseau d'entreprise. Donc, voilà comment s'explique, je dirais, cette révolution des usages. Mais de plus en plus, en fait, on va trouver des soucis, notamment des soucis en termes de performance, mais aussi en termes de sécurité. De plus en plus d'attaques se font. Alors, évidemment, il y a des attaques qui se font par le biais de clés USB qu'on laisserait comme ça traîner dans des salons ou autres, mais dans beaucoup de cas, le vecteur essentiel de l'attaque, c'est le réseau. Et donc, il est nécessaire d'avoir globalement une visibilité. Cette visibilité va permettre de comprendre ce qui se passe, de repérer des signaux faibles, et à partir de ces signaux faibles, de remonter une information qui soit pertinente et qui permette à l'utilisateur final de remonter une problématique donnée. Et cela, quel que soit l'outil, qu'on parle de pare-feu, d'IPS, IDS, de SIEM, de solutions contre les menaces avancées, etc., etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'ensemble de ces points, de ces outils, ont un point commun, c'est qu'ils vont s'alimenter auprès de la même matière première, parce que pour obtenir la visibilité sur le réseau, il faut que je duplique le flux réseau. C'est la seule façon qu'on a trouvé de faire. Et pour dupliquer le flux réseau, il faut que je mette en place quelque chose qui va permettre de capter, de collecter ce flux, de l'organiser, de le nettoyer, entre guillemets, avant de le donner au sonde. Et là, ce qu'on voit sur cet écran, à mon avis, est quelque chose de très clair, c'est qu'à un moment donné, quand on a un réseau relativement simple et quand on a peu d'outils, ça reste quelque chose qui est gérable. À partir du moment où on multiplie les différentes plateformes virtuelles ou physiques et qu'on multiplie de l'autre côté les outils, on aboutit à une double contrainte vis-à-vis de la visibilité. C'est que petit 1, je ne peux pas dupliquer à l'infini mes différents flux côté réseau. Et côté outils, je ne peux pas me connecter à l'infini à la multitude de segments réseau, d'autant plus qu'avec les politiques Zero Trust, etc., on a une tendance naturelle à multiplier les segments réseau de manière à avoir une notion d'étanchéité entre les différents segments réseau. Donc, si on veut capturer l'information, il faut connecter de plus en plus de segments réseau. Donc, si on veut que les outils fonctionnent, il faut qu'ils aient accès à l'ensemble du réseau. Et si on veut que chacun puisse y accéder, il faut être capable de dupliquer l'ensemble du réseau à l'ensemble des outils. Et là, ça devient une problématique extrêmement compliquée, et c'est là qu'intervient Gigamon. Next. Alors, Gigamon est une société américaine
créé en 2004, basé à Santa Clara en Californie. On a un petit peu plus de 4000 clients. On a une forte satisfaction client. Une petite illustration de ça, j'étais il y a peut-être 2-3 mois connecté chez un client et j'ai fait un uptime sur un équipement. Et j'ai eu un uptime de 2273 jours. Alors 2273 jours, comme ça, pour ceux qui n'ont pas l'esprit mathématique poussé, ça fait à peu près 6 ans et 2 mois. Voilà. Donc un équipement qui tient depuis 6 ans et 2 mois, c'est un équipement qui est robuste et qui fonctionne sans coup férir. Et ça, c'est très important pour nos clients parce qu'on va être très souvent déployé dans des périmètres avec des fortes contraintes de service et des endroits avec des règles spécifiques, que ce soit ANSI ou autre. Donc, c'est important d'avoir une robustesse et une fiabilité dans le déploiement de nos équipements parce que nos clients comptent dessus pour obtenir le service qu'ils méritent. En termes, je dirais, de marché, on va être présent sur l'ensemble des marchés, mais avec sans doute une inclination naturelle pour les banques, les grandes agences gouvernementales, les grands fournisseurs de santé et puis les opérateurs mobiles et fixes, tout simplement parce que ce sont, je dirais, naturellement les entreprises qui ont la plus grosse consommation IT et réseau et qui ont forcément, de par leur métier respectif, besoin d'énormément d'infrastructures et d'énormément de puissance de calcul. Et ces deux phénomènes combinés aboutissent à des réseaux larges, à des réseaux denses, à des réseaux concentrés, avec de l'intelligence, etc. Et donc, plus vous rajoutez de la complexité, plus vous rajoutez de l'intelligence, plus vous obtenez un besoin en visibilité qui est presque un coefficient multiplicateur de tout cela, parce que sans visibilité, pas de sécurité, sans visibilité, pas de performance, sans visibilité, pas de pilotage et d'orchestration de votre réseau. Next. Next. Voilà, le dernier. Merci, Louis. Alors, Gigaman, très concrètement, va se mettre en place en 3 voire 4 étapes. On va mettre en place une première architecture qu'on va appeler l'Access. L'Access, c'est quoi? Simplement des dispositifs qui vont se mettre sur les liens pour capturer le paquet, puisque la base de l'information sur un réseau, c'est un paquet. Et donc, pour comprendre ce qui se passe, j'ai besoin de capturer les paquets. Et pour ce faire, je mets en place ce qu'on appelle des TAP. Un TAP, c'est quoi? C'est un dispositif le plus bête et le plus simple possible qui va venir capturer un paquet qui passe. Donc, à chaque fois qu'un paquet passe au travers du TAP, il est recopié à l'identique, au bit près, et il est envoyé vers mon deuxième étage. Et mon deuxième étage, donc le broker, c'est ce qu'on va appeler, nous, une matrice d'agrégation, une matrice de concentration. J'ai disposé un certain nombre de tapes sur mon réseau en des points névralgiques parce que c'est là où va se trouver l'information, c'est là où vont se trouver les principales artères de mon réseau. Une fois que j'ai mis en place ces tapes vont me remonter tout le trafic qui passe par ces points névralgiques et je vais vouloir agréger, regrouper, concentrer et filtrer l'ensemble de ces paquets de manière à fournir une information unifiée. Une fois que j'ai cette information, je vais pouvoir la traiter. J'ai différentes possibilités de traitement qui sont des fonctionnalités avancées, mais l'idée en gros, c'est de faciliter, de simplifier le travail des sondes qui se trouvent en aval, tout simplement parce qu'une sonde, par exemple, ne sait pas faire du déchiffrement SSL, ou peut-être parce qu'une sonde n'a pas la capacité pour faire la déduplication de paquets, ou parce qu'une sonde va dépenser beaucoup trop de ressources à faire de la génération de tickets NetFlow. Donc, c'est très important d'avoir cette logique de transformation et d'analyse, quelque part, ou de prémâchage du travail, de manière à rendre les sondes le plus efficace possible, le plus pérenne possible, puisque en économisant des cycles de traitement, en économisant de l'espace et de la capacité de rétention, eh bien, on fait en sorte que les sondes soient plus efficaces et qu'elles apportent plus de valeur et pour plus longtemps. Voilà. Ce qui fait que vous renforcez la valeur de votre investissement. Et notamment avec GateWatcher. Next. Alors jusqu'à présent, je me suis assez focalisé sur la partie data center, même data center avec des fermes de serveurs virtuels. Ce qui est intéressant, c'est que l'approche de Gigamon, c'est une approche qui est holistique. Et la volonté qu'on a, c'est d'avoir l'approche qui soit, je dirais, la plus semblable possible, quel que soit l'environnement sous-jacent. C'est-à-dire que vous soyez sur un réseau bureautique, que vous soyez sur un réseau
data center, que vous soyez sur un réseau d'opérateurs, que vous soyez sur du cloud privé, hybride, public, on veut être en sorte d'aller chercher l'information partout où elle se trouve, de manière la plus transparente et la plus simple possible, de manière à ce que vous puissiez, en fait, suivre la donnée là où elle se trouve. Je vous rappelle un des premiers slides que je vous avais montré. Les frontières de l'entreprise sont extrêmement poreuses. On a de plus en plus de mal à comprendre où se trouve l'information et on a de plus en plus de mal donc, à l'identifier et par conséquent à la protéger. Donc l'idée de Gigamon, en association avec GateWatcher, c'est de vous redonner un levier de contrôle sur cette information pour que vous puissiez savoir où elle se trouve, qui peut y accéder, comment y accéder, etc. Est-ce qu'elle est en danger ou pas? Est-ce qu'elle a été compromise? Bref, tous ces éléments qui sont extrêmement importants. Et donc, on va retrouver cette même logique. J'accède à l'information, j'agrège l'information, je transforme, j'enrichis l'information, et ce qui permet derrière l'analyse par les outils. Donc, suivant, next. Et quelle que soit la source, quelle que soit la destination, suivant. Donc, qu'on soit on-premise, qu'on soit en cloud hybride, vous avez les noms des marques, je ne vais pas les citer, mais voilà, les principaux acteurs du marché du cloud et de la virtualisation. Et derrière, vous avez en aval l'ensemble des outils que vous connaissez bien, les outils de sécurité qui vont vous permettre, et dont GateWatcher évidemment, d'apporter une analyse fine et pertinente sur les différents flux qui traversent votre entreprise. Next. Alors, comment on va faire cela? Tout simplement, comme je l'ai dit, donc j'accède à l'information, je la concentre, et puis à un moment donné, il va y avoir cette notion de transformation, et cette notion de transformation est très intéressante. J'ai dit de manière un peu brève et résumée en disant qu'on allait pérenniser les sondes en aval, mais si on rentre un petit peu plus dans les différentes fonctionnalités, sans vouloir toutes les nommer, il y a un certain nombre de capacités qui sont portées par les matrices Gigamon, qui permettent par exemple de supprimer les doublons, ce qu'on appelle la déduplication des paquets. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque j'ai capturé mes paquets en différents endroits par les différents tapes, eh bien, il se peut qu'un paquet soit passé au travers de plusieurs tapes, et donc j'ai plusieurs copies du même paquet qui arrivent au niveau de la matrice, et donc je vais bien évidemment ne pas envoyer tous les mêmes paquets, puisque c'est le même paquet, mais c'est un effet de bord qui a été recopié plusieurs fois, et je vais donc supprimer les doublons de manière à ne soumettre qu'à GateWatcher, en l'occurrence, que les paquets strictement nécessaires sans dupliquer les paquets tels que ça a été fait au départ. Autre élément intéressant, en fonction des prérequis et des besoins de l'entreprise, on va pouvoir filtrer les flux qui vont être envoyés de manière intelligente. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, je peux estimer que certains flux peuvent être des vecteurs très peu risqués d'attaque. Le risque qu'ils soient des vecteurs d'attaque est très faible. Typiquement, un flux Netflix ou un flux YouTube ou une vidéo Dailymotion, on peut estimer que le risque que ça soit un vecteur d'attaque est relativement faible. Or, à contrario, ce sont des flux qui sont extrêmement volumineux. Et donc, toujours dans cette logique de pérennisation et d'efficacité et d'industrialisation, on va vouloir faciliter le travail, on va vouloir épargner la sonde. Et donc, on peut tout à fait avoir une logique qui est de dire, de manière intelligente, sans avoir à définir ça en termes d'adresse IP, de port TCP, etc., de dire, je prends que les flux, sauf la vidéo. Et je n'ai pas besoin de définir ce qu'est une vidéo, je n'ai pas besoin de définir en termes techniques, en fait, puisque j'ai un moteur qui va reconnaître automatiquement ce type de flux et qui va être capable de les définir par grande maille, par application, par famille protocolaire. Bref. Autre point intéressant, la génération de métadonnées, ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce que pour beaucoup d'applications, et notamment celles qui sont basées sur la performance et qui étudient la performance du réseau, on va vouloir avoir une vue globale du fonctionnement du réseau sans forcément s'intéresser à la partie data pure, qui n'est pas forcément essentielle pour la compréhension du réseau. Et donc l'idée, c'est d'avoir un peu comme vous avez votre facture détaillée chaque mois sur Orange ou SFR ou Free, qui vous dit, vous avez appelé, j'ai appelé Louis ce matin de 9h59 à 10h23, et j'ai échangé tant d'informations et j'ai échangé tant d'informations. C'est exactement la même chose, mais rapporté au monde du réseau. Donc, vous avez deux ordinateurs qui communiquent sur deux processus, sur deux ports, sur deux applications, TCP, UDP, peu importe, et vous avez
tant de flux qui sont échangés dans un sens, tant de flux qui sont échangés dans l'autre, et ça vous donne une information qui est quelque part pré-mâchée, prédigérée, que vous pouvez directement analyser et enrichir au niveau de la sonde. Autre chose intéressante que l'on peut faire, c'est le déchiffrement. Le déchiffrement TLS, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on a constaté récemment qu'il y a un fort basculement des flux de HTTP vers HTTPS. Et donc, il est très intéressant, même si les sondes derrière peuvent faire déjà un premier travail d'analyse, mais il est très intéressant d'avoir cette capacité supplémentaire d'offrir l'accès à des flux qui sont en clair et non plus chiffrés. Et ça, c'est vraiment un plus indéniable de notre solution. Et dernier point qui est intéressant, c'est tout ce qui est modification des entêtes ou suppression des entêtes superflues. Typiquement, sur certains réseaux, vous pouvez avoir du VXLAN ou d'autres, du MPLS ou d'autres types de protocoles qui vont encapsuler les paquets tout simplement pour être transportés sur la couche sous-jacente. Et donc, il se peut que la sonde ne puisse pas comprendre ce type d'entête, ne sache pas donc traiter les paquets. Et là, c'est dommage parce que vous perdez énormément de valeur. Et donc, l'idée de Gigamon, c'est juste d'être, puisqu'on a une position privilégiée quelque part entre le monde de la production et les sondes, eh bien, d'avoir cet effet de levier finalement, d'être à la croisée des chemins, d'améliorer sensiblement la capacité des sondes, puisqu'on va tout récupérer. Et à partir du moment où on a toute l'information, il est tout à fait logique qu'on centralise des traitements qui soient faits de manière plus efficace plutôt que ces traitements soient faits de manière parcellaire et séparée sur l'ensemble des sondes. Voilà, vraiment ce que je voulais montrer aujourd'hui. Je propose qu'on passe au slide suivant. Merci Yann. On vient de voir dans le détail toute la partie infrastructure, capture de paquets et toutes les fonctionnalités qu'apporte Gigamon. Je ne vais pas les répéter. Néanmoins, une des problématiques de ce webinaire, c'est de détecter les attaques avancées. Donc, on va plus se focaliser maintenant sur la partie détection. Alors, avant de détailler comment on peut détecter ces attaques avancées, un petit rappel sur qui on est, qui est Gatewatcher. Donc, créé en 2015, avec un peu plus maintenant, le compteur n'est pas exact, mais un peu plus d'employés, puisqu'on recrute très régulièrement. Et comme il est indiqué, on a aussi un réseau de partenaires important dans pas mal de pays, puisque nous avons des bureaux en France, bien entendu, mais également au Moyen-Orient, au Royaume-Uni, au Benelux, en Allemagne et à Singapour. Donc, de plus en plus internationaux au niveau de Gatewatcher. Ce qui est aussi essentiel pour vous concernant notre entreprise et notre solution, on fournit une solution de type logiciel embarquée sur des machines si nécessaire. Et donc, ça veut dire qu'on ne fournit pas de service. Lorsqu'on dit qu'on protège 600 infrastructures, qu'on analyse par jour environ 20 milliards d'événements et 100 millions de fichiers, c'est une évaluation du volume total j'irais traité chez nos différents clients, que ce soit des clients français ou étrangers. On voit un certain nombre de logos et donc d'entreprises avec qui on travaille déjà. Bien entendu, de par l'historique de Gatewatcher autour donc du concept de sonde souveraine, on a ici beaucoup de clients français et d'OIV, donc d'organismes d'intérêt vital. Néanmoins, depuis l'année dernière, depuis l'expansion internationale, on a aussi des clients dans différents pays européens et africains. En termes de différentes solutions que Gatewatcher peut vous proposer, puisqu'on est connu, comme je l'ai déjà dit, essentiellement pour la partie sonde souveraine, aujourd'hui, on a 3 offres au niveau du portfolio. Si je démarre en haut à gauche, on a une offre qui s'appelle IonBytes, qui est disponible depuis maintenant 2-3 mois, et qui est donc une solution d'analyse dynamique de fichiers. On va revenir sur les différents moteurs de détection, mais de façon très haut niveau. IonIQ, qui est la deuxième solution, qui est la solution qualifiée de NDR, Network Detection and Response. Dans IonIQ, on fait des analyses statiques et donc de fichiers. Et si on veut compléter cette analyse statique de fichiers, on peut utiliser IonBytes qui va détonner, ouvrir et exécuter les fichiers. Donc, ce sont des solutions évidemment complètement complémentaires et qu'on peut additionner pour réaliser une meilleure détection. Et puis, la troisième solution qui s'appelle LastInfoSec et qui est issue d'un rachat il y a maintenant 2 ans, c'est une solution qui fournit à nos clients des flux
de renseignement, donc en anglais du Cyber Threat Intelligence. On fournit à nos clients donc quotidiennement des indicateurs de compromission de qualité. Et ces indicateurs de compromission permettent d'une part d'améliorer la détection dans IDIQ avec des règles générées automatiquement, et également d'améliorer les processus d'incident response, donc de gestion des incidents, puisque comme vous le savez, les analystes dans des SOC, par exemple, leur premier job, c'est de additionner certaines informations pour réaliser et construire un contexte qui permette ensuite de prendre une décision quant à l'alerte. Est-ce une alerte pertinente et comment doit-on réagir manuellement, automatiquement et rapidement. Alors, en termes de détection avancée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on pense, et Yann en a un peu parlé lorsqu'il a parlé du déchiffrement, du trafic chiffré, mais on pense qu'il est important de pouvoir combiner les mécanismes de détection pour pouvoir détecter les attaques à différentes phases de ces attaques. Je ne vais pas reprendre le concept de kill chain ou le Maitri Attack Framework, mais on peut évidemment détecter une attaque à différents niveaux, évidemment le plus tôt possible, mais parfois, pour différentes raisons, on ne va pas identifier l'attaque au début. Il est également important de détecter les autres phases de l'attaque. Donc, pour ce faire, on ne pense pas qu'une seule technique est efficace pour pouvoir détecter ces attaques complexes. Et c'est pour ça qu'on combine entre elles les différents moteurs de détection. Donc, comme on peut le voir sur le slide, on commence par des techniques relativement classiques, comme un IDS. Et comme je l'ai dit sur le slide précédent, on améliore cette détection de type IDS avec des règles générées automatiquement grâce au CTI. Donc, tous les jours, des nouvelles règles sont créées en fonction des nouveaux indicateurs de compromission. Et une des qualités de cette approche-là, c'est qu'en fait, vous avez un niveau de faux positif qui est parfois un risque avec les règles IDS extrêmement bas, puisque les règles sont très très précises et concernent un fichier en particulier, un URL ou un domaine spécifique. Le deuxième type de moteur, c'est une partie, comme je l'ai dit, statique. Donc, nous avons 16 anti-malware combinés. Et donc, tous les fichiers reconstitués sont analysés par ces 16 moteurs anti-malware avec donc des bases de signatures et une analyse heuristique. Et pour compléter ce que j'ai déjà dit, on peut évidemment envoyer ces fichiers au produit IonBytes pour une analyse dynamique. La deuxième partie qui est essentielle à nos yeux, évidemment, on détecte, mais on donne également un certain nombre de choses. On collecte des métadonnées grâce à Gigamon. On va retrouver toutes ces informations, parfois en clair si elles sont déjà chiffrées et améliorées par Gigamon. Mais on va collecter ces métadonnées et les stocker dans un endroit unique, et qui permettra ensuite de faire donc de la recherche d'indicateurs de compromission, donc du hunting, et puis aussi dans certains cas du forensic avec une analyse fine des paquets. Un point qui nous semble également très important, c'est cette capacité de faire de la rétro-analyse en mode automatique. Donc toujours, comme je l'ai dit, grâce au CTI, on va être en capacité à dire tous les jours, lorsque j'ai de nouveaux indicateurs de compromission, non seulement j'ajoute des règles d'IDS, mais en plus, je vais être en capacité à rechercher automatiquement dans mes données stockées, ces fameuses métadonnées, à les rechercher si j'ai rencontré ces indicateurs de compromission dans le passé. Donc, c'est aussi une façon d'améliorer la détection. La détection 0-day, nous analysons les paquets comme vous pouvez bien comprendre, mais on va aussi faire une sorte de rétro-analyse du code malicieux, donc ce qu'on appelle les shellcodes, qu'ils soient encodés ou offusqués, donc ce qui permet de détecter très en amont les attaques, puisque c'est souvent une des premières phases de l'attaque. Les personnes tentent d'exploiter une vulnérabilité pour pouvoir installer du code malicieux, par exemple. Et en dernier lieu, nous ajoutons à tous ces moteurs de détection du machine learning. Alors, on a une approche plutôt machine learning supervisée. On ne base pas notre détection sur la constitution d'une baseline ou de l'apprentissage. On préfère définir des use cases, par exemple, détecter les PowerShell offusqués, par exemple, tout ce qui est nom de domaine généré aléatoirement, donc les DGA, les ransomware. Donc, tous ces use cases, on va mettre en face de chacun d'eux différents algorithmes de machine learning supervisés. Et puis, on travaille, là, on en est encore au niveau R&D, mais on travaille sur les capacités dans le futur d'augmenter l'analyse avec des préconisations, des recommandations en fonction des incidents.
Voilà. Donc, je vais repasser la main à Yann pour conclure et j'apporterai également mes commentaires, puisque non seulement les solutions sont complémentaires, mais je crois même que ensemble elles apportent une détection dans ces environnements hybrides encore plus avancés. Oui, tout à fait, oui, ce qui est très intéressant, en plus, on l'a pas mentionné, mais on a déjà travaillé sur un certain nombre de cas en grande collaboration, notamment dans la banque assurance, hein, où on a déployé des solutions communes. Vraiment pour reprendre la cinématique, hein, qui est représentée au centre par le schéma, hein, c'est la capture des informations où qu'elles se trouvent, que ce soit dans un environnement classique ou un environnement hybride cloud, hein, on va chercher l'information vraiment là où elle se trouve. Je me permets d'insister sur ce point pour ensuite aller l'enrichir, pour aller ensuite la pré-traiter, la pré-digérer, la pré-mâcher, la déchiffrer, pour qu'enfin elle soit apportée à GetWatcher et que GetWatcher puisse vraiment faire travailler l'ensemble des processus qui permettent de détecter les comportements malicieux et les attaques qui sont en cours. Donc, si on devait résumer, on a vraiment une visibilité qui est complète, hein, parce que aussi bien sur l'axe nord-sud classique que dans la partie est-ouest, c'est-à-dire les machines virtuelles, les conteneurs, le cloud public, etc., on va vraiment se focaliser sur les applications qui sont importantes à surveiller. Hein. Ça ne sert à rien, encore une fois, de faire analyser des vidéos YouTube. Hein. C'est de la perte de temps, de la perte de CPU, de la perte d'espace disque. Et puis derrière, la génération de métadonnées, c'est vraiment ce qui permet d'avoir très facilement une vision globale du trafic. On va décharger GetWatcher de toutes ces tâches qui sont gourmandes en ressources et sur lesquelles on est mieux spécialisé, qui vont être donc le déchiffrement SSL, hein, TLS. Et puis enfin, avec l'ensemble de cette infrastructure, eh bien, on améliore grandement la capacité de faire du NDR, hein, de la détection et de la remédiation réseau, et puis de faire en sorte qu'on soit le plus présent et qu'on empêche le plus possible les attaques sur les réseaux de nos clients. Voilà. Moi, j'ajouterais à ce que tu as dit, et c'est en complément parce que tu l'as déjà abordé, mais 3 points qui me semblent essentiels de cette combinaison Gigamon GetWatcher. Le premier point, c'est la visibilité, hein, tu l'as dit, mais quand je dis visibilité, c'est également au sens GetWatcher, c'est-à-dire que dans les dernières versions de nos solutions, on va de façon passive identifier les assets, hein, donc les users, les postes de travail, les endpoints, les serveurs, ce qui permet d'avoir non pas une approche alerte centrique, mais plutôt une approche basée sur les assets et avec un risque scoring par asset. Donc ça, c'est quand même intéressant. Le deuxième point, c'est évidemment, tu l'as dit, mais j'insiste parce que c'est une question qui apparaît, enfin qui est posée à chaque fois, c'est le trafic chiffré. Il y a deux éléments de réponse à ça. Le premier, c'est évidemment en utilisant une technologie comme Gigamon, on va être capable de travailler sur le trafic déchiffré. Mais le deuxième point également, c'est que côté GetWatcher, on est capable de travailler sur les métadonnées et donc d'être en capacité à faire la détection, même quand une partie de l'attaque, hein, parce qu'il est rare que 100% de l'attaque soit chiffrée, mais on sera efficace même si une partie de l'attaque est chiffrée. Et puis le troisième point, et c'est pas celui-ci que tu as commencé, mais qui est essentiel, c'est ce réseau distribué. On a des demandes de plus en plus fréquentes où nos clients désirent avoir une visibilité complète entre leur data center, leur cloud public et pourquoi pas d'autres environnements. Donc, il est extrêmement intéressant d'être capable de capitaliser sur un produit comme Gigamon pour nous détecter de la même façon et apporter les mêmes qualités de détection, quel que soit le type de réseau, quel que soit le type d'architecture locale ou distribuée. Donc ça, c'est un point qui nous, côté GateWatcher, nous intéresse beaucoup parce que, comme l'a dit Yann, ça nous évite de nous occuper de choses un peu compliquées en termes d'architecture distribuée, par exemple. Oui, je pense que c'est vraiment la base de notre collaboration. Voilà. Merci en tout cas à vous. Comme tout webinaire, on est très friand et très curieux de vos questions. Alors normalement, vous avez une fenêtre de questions. Donc,
je vous propose d'entrer Oui. vos questions dans cette fenêtre. Et puis, je vois qu'il y a déjà une question qui est posée, donc je vais la lire pour que tout le monde puisse Oui. la Merci Yann. connaître. Donc, bonjour, le fait de combiner l'approche par signature et comportementale est une bonne idée pour augmenter le taux de détection, mais est-ce que ça n'affecte pas le temps de détection? Ça, je pense que c'est plus une question pour toi, Louis. Oui, alors c'est un point, c'est une bonne question. Alors on n'a peut-être pas été suffisamment clair. C'est vrai qu'on n'avait pas énormément de temps pour rentrer dans le détail, mais lorsque on combine les deux technologies, donc GetWatcher et Gigamon, on travaille bien sur une copie du trafic. C'est-à-dire qu'on n'est pas inline, et ça veut dire que qu'on mette une seconde, 2 secondes ou 3 secondes, ou même 10 secondes à détecter une attaque complexe, ça change pas grand-chose au niveau des échanges applicatifs en tout cas, et on préfère nous être le plus complet possible en termes de détection, quitte à mettre quelques secondes de plus. Alors à l'échelle humaine, en toute honnêteté, on parle de quelques secondes. Alors c'est vrai que si on ajoute à l'analyse statique des fichiers, l'analyse dynamique, on va être plus proche de la minute ou des 2-3 minutes, mais il faut encore, par rapport à des attaques extrêmement complexes, je pense enfin, le fait d'ajouter quelques overhead ou quelques délais supplémentaires n'est pas un problème. Donc une fois encore, comme nous ne sommes pas inline, qu'on est passif, qu'on n'est pas au milieu, entre guillemets, entre le client et le serveur, entre le client et l'application, on n'a aucun impact sur les environnements. Et d'autant plus, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans un des slides de Yann, on parlait de technologie de type OT, hein, donc Operation Technology, donc l'industrie, hein, Factory 4.0 et autres, Smart Grid. Même dans ces cas-là où parfois un petit délai de latence de quelques millisecondes peut stopper un process, hein, il y a des endroits où c'est extrêmement pointu. Dans le cas, enfin voilà, on n'induit pas du tout de temps de latence, puisque une fois encore, on est sur une copie de trafic et la copie est faite par un TAP, c'est un mécanisme matériel avec, là, je pense que Yann pourra le compléter, mais avec aucun délai induit. Oui, oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un TAP, c'est un mécanisme totalement, c'est un dispositif totalement passif avec pas de partie mécanique, pas d'alimentation électrique, encore moins de partie logicielle ou logique, hein. Donc, c'est purement, on va utiliser la physique, hein, de base pour séparer le signal au passage d'une espèce de miroir, hein, pour simplifier. Et donc, il y a une partie du signal qui va vers sa destination initiale, et puis une autre partie du signal qui, quelque part, est reroutée et volée, entre guillemets, pour aller vers la matrice d'agrégation. Donc, il n'y a absolument aucune perte en termes de temps de traitement ou quoi que ce soit. Et si quand bien même on pouvait tenter de commencer à réfléchir à une question de perte, ça serait de l'ordre ça serait même inférieur à la nanoseconde. Donc on est dans des ordres de grandeur qui sont totalement insignifiants par rapport au temps de traitement ou au temps de détonation d'une pièce jointe, d'un mail ou d'un transfert HTTP. Donc voilà, ces ordres de grandeur, voilà, juste pour signifier. Et c'est sans doute la combinaison des deux qui apporte cette force, c'est qu'il faut bien comprendre que Gigamon est architecturé pour être le plus efficace et le plus rapide possible. On est déployé dans des environnements où on a du 40, du 100 gigas et même maintenant du 400 gigas. Le temps, juste pour donner un ordre de grandeur, le temps pour traiter un paquet sur un lien 100 gigas, c'est 6,7 nanosecondes. C'est-à-dire qu'entre le moment où le premier bit rentre et le dernier bit rentre, on a 6,7 nanosecondes pour traiter le paquet, pour en faire quelque chose, avant que le prochain paquet ne montre le bout du nez. Donc, il faut vraiment avoir en tête ces ordres de grandeur. Donc, toute l'architecture Gigamon est pensée pour avoir une extraordinaire efficacité, une extraordinaire rapidité dans l'aiguillage des paquets. C'est-à-dire, en gros, très très vite, j'analyse le paquet et très très vite, je décide s'il va aller vers une sonde ou pas, ou s'il va être bloqué parce qu'il n'est pas pertinent. Donc, ça, c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, une fois que cet aiguillage des paquets. Je fais exprès de ne pas parler de routage ou de commutation, parce que ce sont des connotations très chargées dans le monde du réseau et qui ont des réalités spécifiques. Là, on fait vraiment de l'aiguillage de paquets. Et donc, en fait, c'est lui ce qui est intelligent, moi je suis très bête. Donc, c'est GetWatcher qui fait des choses intelligentes, moi je fais des choses très très bêtes. Je prends un paquet d'une source, je le duplique,
Une fois qu'il arrive, je regarde s'il correspond à ce que lui je veux. Oui, il correspond bien à ce que lui je veux, je lui envoie. Et derrière lui, je vais l'analyser en profondeur, va faire des corrélations par rapport à ses propres bases de données, va regarder éventuellement sur des bases extérieures, va essayer de comprendre ce qui se passe, va faire la corrélation avec d'autres paquets qu'il reçoit en parallèle pour essayer d'en tirer la substantifique moelle. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Le côté, quelque part, tuyauterie, plomberie, qui est Gigamon, mais qui est une tuyauterie, une plomberie à valeur ajoutée parce qu'on va faire du déchiffrement, parce qu'on va supprimer des entêtes superflues, parce qu'on va générer des métadonnées, parce que, etc. Donc, on va vraiment, vraiment, vraiment faciliter, améliorer, pérenniser le travail que fait Luis. Voilà, c'est vraiment cette idée qu'il faut garder en tête. Yann, Ouais. je vais lire la deuxième question comme ça, parce qu'elle t'est destinée, donc tu vas pouvoir y répondre. Ouais. Bonjour. Pour l'étape sur les connexions cloud, comment vous faites pour répliquer le trafic passé en cloud, entre parenthèses, entre remote user par exemple et une application dans le cloud? Ah, c'est une excellente question. Effectivement, on n'est pas rentré dans les détails. Alors, pour capturer du trafic dans le cloud, il y a deux options. Et avant d'aller un petit peu plus loin, je vais préciser ce que j'entends par cloud, parce que effectivement, il y a certaines solutions dans lesquelles ce qu'on appelle cloud, en fait, est une espèce de solution packagée dans laquelle aucun autre partenaire ne peut accéder à l'information. Typiquement, le Cloud Office ou le Cloud Salesforce, en fait, c'est un service logiciel qui vous est assuré par un éditeur et vous n'entrez pas. Ouais, c'est du SaaS. Ouais. Vous n'entrez pas, c'est du SaaS. Donc, vous n'entrez pas au sein et vous ne pouvez pas capturer l'information-là, à notre grand regret. Si un jour on peut le faire, on le fera avec plaisir. Mais ce n'est pas possible puisque, quelque part, ça va à l'encontre de la logique qui est d'offrir un service et derrière de facturer à l'utilisation. Nous, on va plutôt se positionner par rapport à des fournisseurs classiques. Alors, pour ne pas nommer AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, etc. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle de l'IaaS. En gros, c'est quelque part, il faut penser ça comme une espèce d'extension à volonté de l'environnement data center dans lequel, finalement, vous ne gérez plus l'infrastructure, mais vous utilisez l'infrastructure en tant que service. Une fois que vous avez cette infrastructure en tant que service, eh bien, comment nous, on va les capturer, le trafic qui transite sur cette infrastructure? Eh bien, on a deux possibilités. Première possibilité, le fournisseur de cette infrastructure, donc Amazon ou Azure ou Google, nous donne accès à la couche réseau sous-jacente, auquel cas, c'est très simple. On va dialoguer, c'est un dialogue entre machines, hein, c'est de l'API, hein. Donc, on va dialoguer pour dire bah, le flux qui passe sur tel endroit, bah, tu me le renvoies, s'il te plaît. Et l'autre option, bah, c'est d'aller mettre un agent sur la machine. Pourquoi? Parce qu'à un moment T donné, un paquet, il est où? Sur la machine source, sur le réseau, sur la machine destination. Donc, si vous ne pouvez pas avoir accès au réseau, bah, vous pouvez soit l'avoir sur la machine source, soit sur la machine destination. Et donc, ça veut dire avoir un mécanisme Gigamon sur la machine du client pour pouvoir capturer et recopier le trafic à destination derrière de l'infrastructure logicielle Gigamon qui va faire le même travail que sur la partie physique d'agrégation, de filtrage et d'enrichissement des flux réseau. Une troisième question qui m'est destinée, je pense, enfin qui nous est destinée à tous les deux, mais la réponse est très simple. Les solutions Gatewatcher et Gigamon disposent-elles de connecteurs en natif ou y a-t-il un développement spécifique à prévoir? Non, il n'y a pas de développement spécifique. En standard, tout fonctionne. Il faut simplement, peut-être, s'il y a un projet, discuter avec notre client pour définir la bonne architecture, c'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre un TAP. Et là, c'est une discussion avec Gigamon ou nous, hein, mais où est-ce qu'on va mettre un ou des TAP, s'il faut mettre un agrégateur de TAP ou pas, et où on va mettre la sonde Gatewatcher derrière. Mais nativement, les deux solutions fonctionnent parfaitement ensemble. Oui, juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, il faut bien comprendre en fait qu'à partir du moment où on a récupéré les flux sur une matrice, derrière la matrice renvoie les flux sur un port physique. Et il suffit simplement que ce port physique soit relié à la machine Gatewatcher pour que Gatewatcher reçoive des paquets. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Il n'y a pas de logique avancée du style établissement d'une connexion TCP avec des adresses IP. Non, c'est vraiment extrêmement basique. On envoie des paquets Ethernet sur un lien Ethernet, que ce soit un lien 10 Go, 40 Go, 25 Go, 1 Go, 100 Go, peu importe.
Derrière, c'est de l'Ethernet. On envoie un paquet Ethernet sur ce port. Et derrière, GetWatcher va récupérer ces paquets en mode, ce qu'on appelait dans le temps, en mode promiscuous, hein, pour les anciens qui nous regardent. Et puis voilà, à partir de là, vous récupérez les paquets. De la même façon que vous feriez une capture de paquets avec un Wireshark, qui est l'outil, on va dire, l'outil de base de tous les administrateurs réseau qui se respectent. Hein. Vous mettez une interface, un portable avec un Wireshark, vous mettez votre interface en mode écoute, en mode promiscuous. Derrière, vous récupérez les paquets et à partir de là, vous faites votre analyse. C'est exactement ce même principe qu'on applique pour relier Gigamon à GetWatcher. Je crois qu'on va prendre une dernière question parce que je suis conscient du temps qui passe, mais c'est une question intéressante sur le trafic chiffré. Donc, je lis la question. Comment vous faites pour l'extraction des caractéristiques d'un paquet chiffré avant de le classer comme paquet normal ou anormal? Donc là, c'est plutôt côté Gigamon, pardon. Comment on fait pour déchiffrer du trafic, en fait? Alors, il y a deux manières de déchiffrer du trafic qui n'ont pas été inventées par Gigamon, mais qui découlent directement en fait de l'architecture protocolaire. Deux options. Soit vous maîtrisez la clé privée du serveur, soit vous ne la maîtrisez pas. Je simplifie. Il y a d'autres détails, il y a d'autres choses, etc. Mais à la base, vraiment, on va se focaliser sur est-ce que vous avez la clé du serveur, auquel cas vous pouvez faire du déchiffrement a posteriori, ou est-ce que ce n'est pas le cas? Bon, si c'est le cas, à ce moment-là, vous déchiffrez tranquillement et vous envoyez le flux déchiffré. Et à partir du moment où vous insérez sur le boîtier Gigamon le certificat du serveur associé à sa clé privée, puisque c'est lui qui a chiffré le trafic, il peut déchiffrer le trafic. Et donc, c'est extrêmement simple. C'est quelque chose que vous pouvez même faire maintenant sur Wireshark. Et donc, a posteriori, on le fait très bien sur Gigamon. Si vous êtes dans une logique où vous ne maîtrisez pas le serveur, à ce moment-là, vous devez faire une interception du flux pour pouvoir déchiffrer et rechiffrer à la volée. C'est-à-dire que vous êtes le serveur vis-à-vis du client et vous êtes le client vis-à-vis du serveur. C'est ce qu'on appelle du back-to-back user agent. Et donc, grosso modo, vous rechiffrez le trafic et vous le rechiffrez avec un vrai faux certificat, c'est-à-dire que ce ne sera plus le certificat google.com par Google, mais ce sera google.com chiffré par masociété.fr. Et donc, il faut je dirais ce mécanisme-là, ce n'est pas qu'il est plus complexe, mais il y a une partie organisationnelle à mettre en place, tout simplement parce que les postes clients doivent avoir confiance en cette autorité de certification. Donc, vous devez déployer l'autorité de certification sur les postes clients en avance de phase. Et puis, vous devez créer l'autorité de certification, la déployer, etc. Ça demande un petit peu plus de préparation en amont, mais une fois que c'est mis en place, c'est extrêmement simple. Voilà. Donc, c'est vraiment cette logique où soit on est a posteriori, on est en recopie de trafic et on a la clé du serveur, donc on peut se déchiffrer, soit on ne l'a pas et donc on est obligé de s'insérer en coupure du flux pour pouvoir déchiffrer et rechiffrer à la volée. Et dans les deux cas, on est capable de chiffrer n'importe quel type de trafic et ensuite de l'envoyer à GetWatcher. Et une dernière question, j'ai dit que c'était la dernière, mais on va en prendre une, on est généreux aujourd'hui. Est-il pertinent d'analyser le trafic web sortant par la sonde GetWatcher, navigation web des users? Oui, la réponse est oui. J'ai fait une réponse très courte. La réponse est oui, puisque on peut imaginer que l'utilisateur involontairement, je n'accuse aucun utilisateur, mais involontairement a cliqué sur un lien malveillant et que vous n'ayez pas de mécanisme de réputation. Et on sait aujourd'hui qu'on peut contourner les mécanismes de réputation. Donc, il est aussi intéressant de dire, j'analyse le trafic web. Imaginons qu'il y ait dans ce trafic web un download d'un dropper, d'un malware, d'une première partie d'un malware, enfin en tout cas un fichier avec un but malveillant. Nous, on va l'analyser et donc voir si c'est quelque chose de connu. Et puis si on va jusqu'à l'analyse dynamique, comprendre le comportement de ce fichier-là pour dire attention, c'était un trafic malveillant, enfin en tout cas c'est un fichier malveillant, il faut réagir. Donc la réponse est oui, on conseille d'analyser ce type de trafic. Je vais donc remercier tous les participants à ce webinaire et vous rappeler que vous allez recevoir dans quelques jours un email avec d'une part le replay de ce webinaire, parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui malgré le fait qu'ils s'étaient inscrits, et puis aussi, pourquoi pas, organiser des speed meetings avec Gigamon et nous pour approfondir un sujet, pour approfondir un projet, pour approfondir une question ensemble. Merci encore pour votre participation. Merci à vous tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Yann.
Merci Louis, au revoir.